Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h, Christine Bouillot. Allez, ce 21 octobre aujourd'hui avec une actualité encore très chargée et nos débatteurs aujourd'hui du jour, on en parle avec eux de tous les sujets qui font l'actualité de ce vendredi, cette fin de semaine encore très chargée. Très contente d'accueillir Alexandre Mancino, bonjour, avocat président du Cercle Orion et du mouvement Agora, Alexis Bachelet, bienvenue Alexis. Bonjour. Ça va bien ? Très bien. En forme ? C'est vendredi. Non, c'est vendredi. Adjoint au maire à Colombes, ancien député socialiste, également Najwa El Haïté. Bonjour Najwa, bonjour. Docteur en droit public, auteur de Laïcité et République à l'Harmattan et présidente de Demain avec un S. Oui, Demain avec un S. Pourquoi Demain avec un S ? Parce qu'on se projette, c'est un mouvement politique de centre-gauche qui se projette vers l'avenir, mais demain avec un S, parce que voilà, les demain qui s'unissent, et c'est symbole de fraternité, de solidarité. On en a bien besoin actuellement, dans ce contexte extrêmement tendu et difficile. Que vous dites, et que vous avez raison, Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric, directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes. On va revenir dans un instant sur la balise de cette semaine. Alors au menu de ce vendredi matin, et vous pouvez d'ores et déjà réagir au 0826 300 300, également sur les réseaux sociaux, sur Sud Radio. On va parler de la France et de ces Français, 75% des Français qui craignent une explosion sociale à l'heure où on annonce justement une amélioration du côté des stations-service. Les Français, Elisabeth Borne, peuvent partir en vacances sereins. Il y aura du carburant à la pompe pour partir et pour revenir. Malgré tout, les Français sont inquiets de la situation sociale. Est-ce que c'est l'effet feuille de salaire ? On en parlera avec vous quatre. Liz Truss qui démissionne, la Grande-Bretagne qui s'enfonce un peu plus dans la crise. Là aussi, est-ce qu'il y a un effet miroir ou est-ce qu'il y a vraiment un phénomène typiquement post-Brexit en Grande-Bretagne ? On se posera également la question. L'affaire Lola, encore beaucoup de révélations aujourd'hui, le profil de la meurtrière et cette proposition de Bruno Retailleau. Une proposition de loi fait-il pour rendre l'État civilement responsable lorsqu'un Français est tué par un étranger ? Est-ce qu'il y a une faute de la part de l'État ? On se posera la question aussi de ce côté-là. Sans doute qu'on reviendra également sur l'interview du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, hier chez nos confrères de C8 avec Cyril Hanouna. On en reparlera. On commence avec vos coups de cœur et vos coups de gueule de l'actualité aujourd'hui. Alexandre, on commence avec votre coup de gueule sur les atteintes à la laïcité à l'école. Oui, tout à fait. Alors, dans un contexte, et vous l'avez rappelé, extrêmement tendu dans le pays, notamment au niveau des tensions sociales et du sentiment d'appartenance au pays, il faut dire les choses. Et dans le contexte de l'anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty, j'ai lu effectivement dans la presse ces derniers jours comme quoi les atteintes à la laïcité dans les établissements secondaires sont de plus en plus conséquentes, sont de plus en plus nombreuses. Et je pense qu'il faut quand même rappeler un certain nombre de choses, notamment par rapport aux principes républicains qui doivent tous nous unir. Je crois qu'il faut également que nos ministres, dans l'occurrence de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, parlent d'une seule et même voix. Parce que, et vous l'avez rappelé, alors que le ministre Gérald Darmanin parle quand même d'une certaine laïcité, on va dire, sévère, en tout cas, il est partisan d'une certaine laïcité qui tend précisément à respecter les principes républicains et qui ne va pas vers quelconque compromission, on pourrait dire, avec quelconque mouvance religieuse. Eh bien, on voit que d'un autre côté, Pape Ndiaye, il est un peu plus fluctuant dans ses réponses et alors que les faits sont là. Comme les quoi, faits par sont exemple, là. qu'est-ce qu'il dit ? Par exemple, quand Gérald Darmanin reconnaît factuellement que, et ce sont des chiffres, il a des chiffres, il l'a rappelé d'ailleurs hier, qui lui remontent tous les matins sur son bureau, les atteintes à la laïcité sont par rapport au voile, par rapport à un certain nombre de vêtements de quelque type que ce soit d'ailleurs, qui sévissent dans les établissements secondaires. Eh bien, Pape Ndiaye vient nous dire que, en réalité, quand on est adolescent, quand on a 15 ans, 14 ans, eh bien, on aime provoquer. Voilà, on aime provoquer. Donc en réalité, on a une espèce de minimalisme, il minimise un peu les choses. Alors qu'en réalité, je crois qu'il faudrait rappeler que
la laïcité est un principe absolument fondamental dans notre République et que personne ne peut se prévaloir de ces particularismes religieux, de quelque religion que ce soit d'ailleurs, pour s'exonérer de la règle commune. Donc ça, je crois qu'il faudrait vraiment le rappeler. La laïcité qui s'applique à toutes et tous, en tout cas dans les établissements secondaires, je crois que c'est important de le rappeler, que l'éducation, que l'école a un vrai rôle à jouer dans la citoyenneté, dans l'éducation civique des enfants, et que le tout signe ostentatoire de religieux n'a pas sa place à l'école. Et je crois que, encore une fois, l'autorité, puisqu'on est dans une réelle crise d'autorité aujourd'hui, doit être remise sur la table, assurément, et les principes de laïcité doivent être rappelés dans ce contexte. Papa Ndiaye, trop souple sur ces questions de laïcité, vous trouvez aussi, Najwa ? Bon, on connaît son histoire, hein, donc est-ce qu'il est trop souple ? Bon, j'attends de voir, mais en tous les cas, j'étais un peu déçue par son intervention dans une université américaine où il se permettait de dire, bon, là, en gros, hein, la France n'est pas prête au wokisme, comme si c'était une critique en fait. Mais je regrette parce que, comme vous le rappeliez très justement, la laïcité a une histoire et les atteintes à la laïcité à l'école doivent nous inquiéter. Mais j'ai envie de vous dire, ça date pas d'aujourd'hui. Vous aviez un rapport Aubin qui, dès 2004, pointait du doigt la censure des enseignants sur l'enseignement de certaines matières. Donc, ils pouvaient pas enseigner librement la biologie ou l'histoire, voire même l'histoire de France. Donc, c'était un peu compliqué. Donc, ils s'auto-censuraient, et même par rapport aux tenues. Et donc, déjà, vous avez Monsieur Aubin, qui était à l'époque inspecteur à l'éducation nationale, qui pointait ces violations-là. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Après, j'ai envie de vous dire, la laïcité, il faut l'expliquer. Je suis certaine que si vous demandez à un jeune qu'est-ce que c'est que la laïcité, il la considère comme une contrainte, plus que comme un principe qui unit. Donc il est fondamental d'expliquer que la laïcité, bien au contraire, elle nous unit. Et en plus, elle permet notre cohésion sociale, puisque, de manière simple, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Donc, une personne qui croit a toute sa place au sein de la République, comme une personne qui ne croit pas. Frédéric. Oui, vous avez raison, et c'est vrai que je partage tout ce que vous avez dit, mais sur cette question de laïcité, il y a un clivage générationnel. Vous avez gentiment cité mon livre, et je montre dans le livre que quand on parle de laïcité, on parle de deux choses différentes entre les plus jeunes et les autres. Il y a un fait divers, un fait qui a été remonté par des confrères du côté de Clermont-Ferrand, où des lycéens manifestent pour avoir le droit de porter des tenues. Alors, justement, c'est ça. On est vraiment sur un sujet de société. Quand on interroge, il y avait une enquête IFOP pour Charlie Hebdo, une enquête pour la Fondation Jean Jaurès, les plus jeunes, je dirais les moins de 25 ans, sur ce qu'est la laïcité, ils citent la liberté de conscience, la liberté de faire ce qu'on veut, donc le venez comme vous êtes à la McDo, et assurer l'égalité entre les religions. Quand on interroge les plus de 30 ans, on a une définition qui n'a rien à voir, c'est séparer le politique du religieux et faire reculer l'influence des religions dans l'espace public. Donc le problème, c'est que c'est une valeur à laquelle les Français sont extrêmement attachés. Vous avez raison de rappeler le rapport Aubin. Ça fait des années qu'il y a une inquiétude de l'opinion publique sur des atteintes à la laïcité. Mais sur cette question, le clivage générationnel devient un véritable gouffre. Je voudrais qu'Alexis finisse le tour de table sur cette question. Je pense que Najwa l'a dit, il faut rappeler que la laïcité, c'est d'abord un principe qui nous protège tous et toutes. C'est un principe de liberté. De liberté, mais la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc on peut l'interpréter de manière différente. Frédéric Dabi l'a dit, je crois qu'il y a un sujet générationnel, mais peut-être aussi parce qu'il faut expliquer aux nouvelles générations que effectivement la laïcité c'est effectivement un principe de liberté, mais qu'il y a aussi effectivement des limites. Et que quand on dit séparation des églises et de l'État, et quand on a voté cette loi du 4 mars 2004 sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires à l'école, c'était justement pour montrer qu'il y avait un espace public où on a le droit de s'habiller comme on veut, c'est dans la rue,
mais que quand on arrive effectivement dans certaines institutions républicaines, et en l'occurrence à l'école, on veut en faire un lieu d'émancipation, et donc on veut invisibiliser la présence des religions ou des autres formes d'ailleurs d'influence. Voilà, donc je crois que c'est un sujet de toute façon qu'il faudra réexpliquer de génération en génération. En sachant que c'est dans les programmes scolaires, hein. Enfin, je veux dire, c'est dans les programmes scolaires, mais là, faut pas penser qu'on ne l'enseigne pas la laïcité. Là, en fait, c'est un petit peu la confrontation entre des pratiques sociétales, la liberté de l'individu et les contraintes d'une institution, et ça renvoie effectivement au rappel que l'institution, elle a l'autorité pour imposer des règles à l'individu. Voilà, mais c'est vrai que ça peut être perçu aujourd'hui par une partie de la jeunesse comme quelque chose de ringard ou de contraignant. Bon, voilà. de pas important. C'est comme ça. De pas important. C'est-à-dire que c'est voilà, cette notion de liberté des signes religieux, en tous les cas dans les établissements scolaires. Dernier mot avec vous. Oui, vous avez raison. Je crois que la pédagogie est absolument essentielle, et je crois que la multiplicité des définitions qu'on met autour de la laïcité, ouverte, fermée, ne contribue pas à une compréhension générale. Et vous avez tout à fait raison. Donc l'école a un vrai rôle à jouer, les parents ont un vrai rôle à jouer, et je crois qu'il faut vraiment le dire aux auditeurs. Enfin, la laïcité aujourd'hui, c'est vraiment un principe cardinal de notre République. Et je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas tomber dans un relativisme et tendre vers ce qu'on trouve outre-Atlantique ou outre-Manche sur ce sujet-là. Oui. Donc je crois qu'il faut le rappeler. Je crois que tout le monde doit être tenu de respecter les principes républicains, a fortiori quand on commence, quand on est dans l'espèce, quand on est à l'école. À l'école, je pense, ce principe s'applique et doit s'appliquer pour toutes et tous. Je crois que les maîtres ont un vrai rôle de pédagogie, les familles ont un vrai rôle à jouer, et je crois que l'autorité aussi, puisqu'il s'agit aussi d'une crise d'autorité, je crois que les sanctions doivent aussi être présentes dès lors qu'il y a un irrespect, dès lors que ces principes sont bafoués. Je crois qu'il faut le rappeler haut et fort. Allez, Alexandre Mancino, Alexis Bachelet, Najwa El Haïty, Frédéric Dabi sont nos 4 débatteurs de ce vendredi. On s'arrête un court instant, on continue les coups de cœur et les coups de gueule avant d'ouvrir les dossiers du matin, comme on dit. À tout de suite. En compagnie d'Alexandre Mancino, avocat, président du Cercle Orient Mouvement Agora, Alexis Bachelet, adjoint au maire à Colombes et ancien député socialiste, Najwa El Haïty, président de Demain au pluriel, auteur de Laïcité République à l'Harmattan et docteur en droit public, et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP, auteur de La Fracture aux éditions des Arènes. Alexis, un petit mot. Météo, point du jour. C'est un des sujets préférés des Français. C'est le sujet numéro 1, le temps qu'il fait, surtout avec le week-end. Qu'est-ce que t'en penses, etc. Et là, du coup, je sais pas trop quoi en penser, parce que il y a une partie de moi qui me dit, je suis content d'être en chemise au mois d'octobre. Hein, c'est sympa, on est bien, on a l'impression d'être au printemps. Et en même temps, je me dis, on est quand même bientôt fin octobre. Ça fait déjà quand même pas mal de semaines qu'il fait ce temps-là, et c'est pas un temps de saison. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes climatiques montrent qu'on est hors norme par rapport à ce qu'on a vécu depuis des décennies et des décennies. Et donc, je me dis qu'il y a quand même vraiment une transformation du climat liée, on le sait aujourd'hui, à l'activité humaine, et en particulier aux émissions de carbone et de tout un tas de choses qui créent des conditions d'un changement climatique de plus en plus brutal et rapide. Et je lisais encore en venant ce matin qu'un climatologue disait, bah oui, c'est vrai, à l'horizon 2050, on ne faudra pas s'étonner qu'il fasse 30 degrés au mois d'octobre, quoi. Et avec, effectivement, ça veut dire qu'on aura 40 degrés ou plus en été. Donc moi, cette planète-là, c'est vrai que là, pour le coup, ça devient un coup de gueule. J'ai pas trop envie d'y vivre, parce que je pose des questions pour les générations futures, comme tout le monde. Et je me dis, est-ce qu'on a vraiment les uns et les autres pris conscience de ce qui se passe, de ce qui est en train de se passer? Je crois malheureusement que non. Ou en tout cas, la prise de conscience, elle est trop lente, et il sera bientôt trop tard, parce qu'une fois qu'on aura passé un certain cap dans l'augmentation générale des températures, et pas seulement en France, hein, évidemment, à l'échelle de la planète, les conséquences, elles seront dramatiques. On en voit déjà certaines avec des inondations, avec effectivement des coups de chaleur de plus en plus longs et de plus en plus brutaux. Voilà, c'est quand même préoccupant. Non, je suis un tout petit peu moins pessimiste qu'Alexis, qui a très bien mis les choses alors, Frédéric, sur la table. Sur la prise de conscience lente, je trouve qu'elle s'accélère beaucoup.
là, avec l'été qu'on a passé, je pense que les Français ont compris un événement catastrophique. Et puis, je vais encore revenir sur les différences générationnelles. Alors qu'il y a encore quelques années, on avait sur ces questions des jeunes qui n'étaient pas en fracture, mais qui étaient extrêmement diffusionnistes, qui avaient plus conscience que les autres du danger du dérèglement climatique. On avait des personnes âgées, on avait des catégories plus sur le pouvoir d'achat, par exemple, qui étaient moins conscientes de cela. Là, ce qui me frappe, c'est que sur les constats, sur le fait qu'on ne peut plus continuer comme ça, les différences générationnelles se sont beaucoup amenuisées, beaucoup réduites. Maintenant, c'est vrai que je parlais de bataille d'Hernani, la fin du monde, la fin du mois, le contexte d'obsession sur l'inflation, sur le pouvoir d'achat, fait que ces questions, je ne dis pas qu'elles sont reléguées, mais elles sont moins, malgré les belles températures, notamment dans le sud. Mais pas que. Pas que. Là, Paris va faire 21, 22. Ça fait maintenant une semaine, 15 jours, qu'il fait plus de 20 degrés au mois d'octobre. C'est vrai que c'est pas très courant. Et en tout cas, ça, c'est peut-être un peu relégué. Oui, en sachant que ça crée des problèmes et des tensions sur l'approvisionnement de certaines matières premières. Et donc, ça sera le vrai sujet. On parlait de fin du mois et fin du monde, mais ça sera un sujet numéro 1. C'est le coût de l'énergie et le coût pour fabriquer de l'alimentation, parce que ça coûte de plus en plus cher. Et donc, on en vient à la question de Najwa, c'est-à-dire sur les salaires. Question sociale. Alors, c'est un peu groupé, maintenant. On va essayer de voir tout ça. Coup de gueule sur ce salaire. D'aujourd'hui concerne les grands groupes qui doivent prendre leurs responsabilités et augmenter les salaires. Alors, on n'est pas loin de la journée, c'était mardi dernier, la journée de mobilisation interprofessionnelle réunissant la CGT, FO, Solidaire, FSU, également des mouvements de jeunes qui se sont mobilisés aux côtés de ces grands syndicats pour exiger une hausse des salaires. Autant vous dire que ça n'a pas mobilisé les foules. Ça a été plutôt un échec de la CGT, et ce qui n'incite pas du coup le gouvernement à se pencher de plus près sur cette question-là. Mais moi, j'estime que cet échec de la CGT concernant cette mobilisation ne doit pas minimiser la question salariale. C'est une question importante, d'autant, elle fait partie des préoccupations des Français. Dans un contexte, bien sûr, économique difficile, vous parliez, Christine, de la hausse des factures d'électricité, du gaz, mais également des denrées alimentaires. Là aussi, les prix explosent. Donc, la question des salaires, naturellement, est importante pour les Français. Mais on ne peut aussi ignorer, et là je pense particulièrement aux PME, TPE, eux-mêmes vivent une période difficile. Et là, je pense notamment au fait qu'ils subissent de plein fouet, eux aussi, la facture énergétique, l'explosion des prix des matières premières. Donc, on doit prendre en considération aussi cela. Mais je parle des TPE, PME. Par contre, concernant les grands groupes, il y a un petit problème, et c'est là où moi, mon mouvement notamment, nous sommes favorables à la taxation des profits records réalisés par ces groupes, et ces groupes doivent prendre leurs responsabilités et augmenter les salaires, parce que à défaut, et c'est ce que nous pensons, ils contribueront en fait à mécaniquement faire monter tous les autres, à l'aggravation d'une situation sociale qui est extrêmement tendue. Alors, parce qu'il y a les grands groupes, mais il y a tous les autres aussi économiquement. Est-ce que c'est jouable de dire les grands groupes, vous redistribuez parce que vous avez les moyens, mais l'immense majorité aussi du tissu économique qui est fait de TPE, PME, peut-être que le remonter mécaniquement les salaires n'est pas possible. Il va y avoir une espèce de concurrence également à l'intérieur de la société entre ceux qui pourront avoir des augmentations de salaire et ceux parce que les entreprises, difficilement pourront le faire. Est-ce qu'il y a un risque sur tout ça, sur toutes ces notions? Alors, Frédéric, vous vouliez revenir sur votre étude sur la valeur travail. Est-ce que un travail égale salaire, c'est ce qu'on a toujours dit aussi de ce côté-là. Est-ce que pour les Français, c'est important? Oui, c'est vrai. Alors, ça l'est, mais ça l'est moins que par le passé. Le travail est moins structurant que par le passé. Je fais référence donc à une étude qui a été publiée hier par l'IFOP, pardon de faire cette auto-promo, dans le cadre de la journée mondiale de la paresse. Alors je sais pas, je ne connaissais pas cette journée, mais il paraît qu'il y a une journée, il y a la journée mondiale des chats. Parce que tu n'es pas concerné. Tu travailles tellement. Mais toi non plus, mon cher Alexis. Et déjà, ce côté moins structurant, il se voit. Il y avait eu une donnée IFOP pour la Fondation Jean Jaurès qui a fait beaucoup de bruit. Est-ce que le travail est très important dans sa vie? En 30 ans, on était passé de
62% à 31%, 30 points de moins. Et puis, dans cette enquête, on n'a jamais eu autant de Français qui considéraient le travail comme une contrainte nécessaire pour subvenir à ses besoins, plus que comme un moyen de s'épanouir dans la vie. Et pour rejoindre ce que vous avez dit tout à l'heure, Najwa, au cœur de ce sentiment, c'est de cette perception, c'est le sentiment, plus que par le passé, d'être perdant en termes de salaire au regard de son investissement entre 1993 et aujourd'hui, il y a 23 points de plus de salariés qui considèrent d'être perdants dans leur salaire au regard de leur investissement. On a tout perdu là. Ça fait lien avec ce que vous disiez aussi, Christine, sur ces mobilisations, même si c'est vrai qu'elles ont fortement échoué. Il faut se parler franchement, il y avait très peu de monde mardi dans la rue. Maintenant, est-ce que le travail est une valeur de droite? On a le contexte, Sandrine Rousseau et le droit à la paresse. Les Français sont un petit peu mesurés. D'un côté, oui, ça penche un peu plus à droite. De l'autre, l'imaginaire de l'effort, la réussite, le mérite appartient à la droite. Mais quand on teste la phrase de Sandrine Rousseau sur le travail, valeur de droite, les Français ne sont pas d'accord. Et au contraire... la fameuse phrase de Fabien Roussel, la gauche doit défendre le travail et pas être la gauche des minima sociaux, est fortement soutenue. Donc voilà, le travail de gauche, de droite, c'est plus compliqué que ça. Donc on voit qu'effectivement il y a un problème de pouvoir d'achat et de salaire, de répartition. On voit aussi qu'il y a une déconsidération de la valeur travail dans l'esprit des Français. Elle est moins structurante qu'elle ne l'était ailleurs. Donc est-ce que tout ça mélangé, aujourd'hui avec une crise qui se profile, peut, avec l'inflation, peut déclencher ce que craignent 75% des Français, une explosion sociale? Alors, 30 secondes et on continuera après la pause. Franchement, cette question, je n'aime pas trop. Qu'est-ce que l'on met derrière explosion sociale? Chacun peut-être a sa propre définition. On la pose, pas pour faire du mauvais travail, mais comme on la pose depuis une quinzaine d'années, on voit un petit peu, par exemple, le chiffre de 75%, il faut moins voir ce chiffre que ceux qui disent certainement, qui est plutôt faible. Mais ce chiffre, pour moi, c'est plutôt le reflet, et vous le disiez très bien, de l'inquiétude sociale, de l'angoisse sociale, de ce baril de poudre sur la question de l'inflation, de la reconnaissance du travail. À la fin de l'année, il y aura les augmentations dans le secteur privé. Comment un salarié va vivre une augmentation inférieure à 5%, qui sera plutôt la norme, c'est-à-dire qu'avec une inflation de 6%, ce travailleur y perdra. Donc le risque d'explosion sociale, je pense que les Français n'imaginent pas un grand soir, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de mouvement pouvant canaliser le mécontentement, mais c'est plus le reflet de cette inquiétude. Allez, Frédéric Dabi, on continue avec vous quatre dans un instant, on s'arrête et on parle justement de la situation sociale en France, et puis on ira faire un tour de l'autre côté du channel, on ira en Grande-Bretagne voir ce qui s'y passe aussi, avec vos commentaires sur l'épisode Liz Truss qui est désormais tourné. À tout de suite. 9h-10h, Christine Bouillot. Et avec Frédéric Dabi, Najwa El Haïté, Alexis Bachelet, Alexandre Mancino, nos quatre débatteurs du jour. Aujourd'hui, on parlait de la valeur travail, on parlait de la question des salaires. Est-ce que le travail paie correctement aujourd'hui en France, compte tenu de l'inflation? Est-ce que tout ça mélangé fait qu'aujourd'hui, on se retrouve devant une possibilité d'explosion sociale? C'est en tous les cas ce que pensent 75% des Français dans les prochains mois, compte tenu de la situation. On parlait de la valeur travail, parce qu'elle a été sondée par l'IFOP, et pour les Français, aujourd'hui, il y a certainement une différence entre les générations, mais pour beaucoup, le travail n'est pas l'alpha et l'oméga de leur propre existence. Donc, c'est peut-être des choses qui sont en train de bouger, qu'il faut prendre en considération, Alexandre. Oui, alors je crois que le travail aujourd'hui doit payer de nouveau. Aujourd'hui, on est trop, on ne doit pas être désincité à travailler plutôt qu'à ne pas travailler. Je crois que c'est toute la question de notre État protecteur, de notre État social qui, en réalité, désincite plus et déresponsabilise davantage que l'inverse. Et ça, c'est vraiment problématique. Aujourd'hui, on peut reprendre d'ailleurs le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy. Je crois que c'est tout à fait encore, ça doit être encore d'actualité. Il n'est pas on peut difficilement concevoir que de rester sans activité et donc de profiter de tout ce que l'État peut apporter d'un point de vue social par rapport à des gens qui, notamment les bas salaires, font l'effort de se lever le matin pour aller au travail. Donc je crois que c'est vraiment en réalité une philosophie, un changement de paradigme complet qui doit être opéré. Et ça passe notamment potentiellement par une réduction des charges patronales aussi, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la différence grand groupe PME
Oui. Bah oui, je suis d'accord. Mais après, je crois qu'il faut aussi une stabilité fiscale, une stabilité notamment d'un point de vue attractivité du territoire. Je crois que c'est important. L'État ne peut pas tout. L'État ne peut pas tout, et je crois que bien sûr que les groupes privés ont une responsabilité dès lors qu'ils ont les manœuvres possibles, parce que vous l'avez rappelé. Le contexte géopolitique inflationniste touche vraiment toutes les strates et tous les acteurs, notamment les PME, les TPE que vous avez évoqués. Donc bien sûr que les entreprises ont une responsabilité en ce sens, mais je crois pas que sur les salaires, l'État peut quelque chose sur les salaires. Mais je crois pas. Justement, chacun a sa responsabilité. L'État ne peut pas s'ingérer. Et d'ailleurs, le gouvernement l'a rappelé. C'est aux entreprises et c'est aux dirigeants de prendre leurs responsabilités et arrêter, je dirais, ce marasme, médiatique qui consiste à jeter l'anathème sur des entreprises qui, encore une fois, rappelons que le contexte est difficile pour tout le monde, que le contexte géopolitique ne facilite pas les PME, les TPE avec ce poids fiscal considérable qui est le leur. Donc non, l'État ne peut pas justement s'ingérer dans les salaires. En revanche, il a de la manœuvre, il a des marges de manœuvre sur la fiscalité, sur les charges patronales, des leviers sur lesquels il doit absolument agir précisément pour permettre aux patrons. Qui ont quand même grandement baissé ces 5 dernières années, la partie patronale, elle a quand même... effectivement, d'un point de vue patronal, un certain nombre d'efforts qui ont été faits, mais je crois que c'est pas suffisant. Et est-ce que du coup, il a raison le gouvernement sur la question du chômage, de faire des variabilités de durée d'indemnisation pour pousser les gens plus à revenir en tout cas, il est très fortement soutenu là-dessus, parce que ça fait le lien avec ce qu'on vient de se dire précédemment. Le regard des Français sur le chômage a très fortement changé. Premièrement, les Français n'en parlent quasiment plus comme un sujet de préoccupation. Dans notre enquête de la fin août, IFOP fiduciaire pour Sud Radio sur les grands enjeux prioritaires, jamais le chômage a été aussi bas. Il est en 10e position. Il y a la petite musique des emplois non pourvus. Il y a cette fameuse question, et on en parlait dans cette enquête pour les makers, sur l'assistanat, la fameuse phrase « les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment ». C'est partagé par quasiment 2 tiers des Français, et je me tourne vers Alexis, c'est majoritaire pour la première fois à gauche. Et puis maintenant, pour les Français, dans leur imaginaire et dans leur vie, l'injustice suprême, ce n'est plus être au chômage, et ça rejoint ce que vous dites, c'est avoir un travail qui paye mal. Oui. Dernier mot, Alexis, sur cette question-là, chômage, salaire, situation sociale. Vous pensez qu'il y a un espèce de marmite qui est en train de chauffer? Je pense que l'explosion sociale, elle a déjà eu lieu, c'était les Gilets jaunes. Enfin, faut arrêter de se raconter des histoires. C'est qu'à un moment donné, les gens qui se sentaient le plus travailler pour pas vivre de leurs revenus, parce que ce n'étaient pas tous des salariés, il y avait aussi beaucoup d'indépendants, c'était le mouvement des Gilets jaunes. Donc, qui d'ailleurs s'est déclenché sur un moment, on l'a un peu oublié, parce que l'actualité chasse, une actualité chasse l'autre, mais sur la question justement du prix de l'essence, il disait, bah voilà, nous on a déjà tiré tout ce qu'on pouvait tirer. Si en plus on vient nous rajouter une augmentation du prix de l'essence, alors aujourd'hui évidemment ça paraît désuet, parce que le prix de l'essence par rapport à l'époque des Gilets jaunes, il a parfois été multiplié par 2, et on parle plus, et on reparle d'explosion sociale, alors que l'explosion sociale elle avait déjà eu lieu. Mais après, je pense que ça doit nous inciter à une réflexion plus, plus détachée de l'actualité immédiate sur, on l'a un peu évoqué, la relation des gens au travail. On voit quand même comment le Covid est venu percuter le fonctionnement des entreprises et le côté métro boulot dodo, qui était un truc qui était installé. Il y a des gens qui parlaient du télétravail, étaient de 12 utopies, ils se sont dit oui, c'est bien gentil tout ça, mais enfin, si les gens sont pas au bureau, ils travailleront pas, le patron pourra pas vérifier ce qu'ils font, ça marchera jamais. Et puis on a vu que ça a explosé. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est une visioconférence, pratiquement dans le monde de l'entreprise, on en a tous fait, même dans les administrations. Enfin, bon, et donc ça renvoie aussi effectivement aux formes du travail et à la manière dont effectivement les mutations qu'on imaginait sur le temps long sont en train de s'accélérer, et donc forcément dans un moment comme ça, à mon avis on n'est pas encore à la fin du processus, quoi. Il y a encore d'autres choses qui vont arriver, qui vont venir se percuter sur les prochaines semaines. Donc affaire à suivre avec les débats à venir tendus, agités autour de l'assurance chômage et de la réforme des retraites. Donc on referme ce sujet-là. On va en ouvrir un autre qui concerne
concerne la douloureuse et la terrible affaire, le meurtre de Lola, 12 ans, donc on a appris que ses obsèques auront lieu lundi. La famille, dans un communiqué très digne, moi j'ai trouvé, demande effectivement de l'apaisement, on va dire du recueillement. Elle n'interdit rien ni personne, mais elle demande que les choses se fassent de manière apaisée en mémoire de leur petite fille. Proposition faite par Bruno Retailleau, parce que se pose la question évidemment de la principale suspecte, cette femme de 24 ans qui faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis le mois d'août. Elle est arrivée en 2016 en France avec un visa étudiant et donc elle était en situation irrégulière depuis 3 ans. C'est le sujet central aujourd'hui qui devient politique et Bruno Retailleau propose une loi pour rendre l'État civilement responsable en cas de défaillance sur ce sujet-là. Est-ce le bon angle d'attaque, si je peux me permettre ces mots-là? Qui est-ce qui veut commencer, Najwa? Oui, je vais commencer. Moi, je rappellerai simplement que Bruno Retailleau est en campagne. Et donc, moi, j'estime que cette proposition... Et donc, il ne peut pas faire de proposition? Si, il peut faire des propositions, mais je la trouve difficilement réalisable. Et je vais vous dire pourquoi, et assez démagogique. C'est-à-dire que, bien sûr... On attend la surenchère de Ciotti, d'ailleurs. Exactement. Parce qu'il va proposer l'établissement de la peine de mort. Moi, ce qui me gêne, quand on parle de récupération politique, on est un peu là-dedans. De ce drame qui est terrible. Bien sûr que l'opposition doit faire des propositions, mais elle doit faire des propositions qui sont non démagogiques et réalisables. Et là, je viens à ce que sous-entend Bruno Retailleau. En fait, il parle des obligations de quitter le territoire qui ne sont pas appliquées. Et c'est un véritable problème. Mais un problème, c'est que ça marche pas. Non, mais c'est un véritable problème. En effet, ça ne marche pas, on est d'accord. Mais proposer cela, c'est pas ça qui va apporter une solution à ce problème-là. D'autant que vous avez un État qui prend par l'intermédiaire du préfet des obligations de quitter le territoire, parce que les obligations de quitter le territoire sont soit décidées par le juge ou par le préfet. Et donc vous avez une explosion de demandes d'obligations de quitter le territoire par le préfet. Sauf que c'est difficilement applicable parce que le droit en tant que tel, moi j'aurais préféré que Bruno Retailleau dise il faut faire évoluer le droit et notamment et sans démagogie augmenter aussi les places dans les centres administratifs, parce que là aussi ça marche mal, parce que quand vous avez un étranger qui fait l'objet d'une OQTF, il est soit placé en centre de rétention administrative, et là il n'y a pas assez de place, ou soit assigné à résidence. Sauf que ça ne marche pas dans les faits, c'est-à-dire que quand il est assigné à résidence l'étranger, et je le vois en tant qu'avocate, il y en a qui changent d'adresse, tout simplement, et après on les perd de vue. Assignation également à résidence, là aussi vous avez une personne sur 2, puisqu'il n'y a pas assez de place, qui quitte ces centres de rétention. Donc moi je préférerais que Bruno Retailleau fasse des propositions pour pallier à ces problématiques-là qui sont bien réelles, et donc il pourrait proposer une augmentation de places dans les centres administratifs de rétention. Mais là, mettre tout sur la tête de l'État, c'est compliqué. Et puis les obligations et j'en finirai par là, les obligations également de quitter le territoire sont aussi soumis dans leur réalisation à des laissez-passer consulaires. Oui. Sauf que ça dépend des pays dans lesquels... Exactement, ça dépend des pays d'origine. Et c'est pas faute de la part du gouvernement d'avoir mis une pression sur les pays du Maghreb. Concernant l'Algérie, c'est plus compliqué puisqu'on a cette question de gaz dans un contexte très tendu sur le volet énergétique. Donc, sur ce volet-là, on est moins exigeant vis-à-vis de l'Algérie. Mais en tous les cas, concernant le Maroc, la Tunisie, il y a eu des suspensions de visas parce que les laissez-passer consulaires ne sont pas suffisamment accordés. On va faire tourner la parole. On va d'abord Alexandre et puis ensuite Alexis et Frédéric pour... Alors déjà, je pense que dans le contexte que nous connaissons avec Lola, il faut évidemment rester digne et ne pas forcément récupérer politiquement les choses. Maintenant, je nuance, madame, votre propos. Je pense que Bruno Retailleau, vous avez raison, il y a des problèmes d'exécution de ces obligations de quitter le territoire français. C'est une évidence. Et je soustrais à ce que vous avez dit, dans l'augmentation des places de rétention administrative, par exemple,
exemple, évidemment que davantage de moyens doivent être mis pour que ces obligations puissent être effectives et puissent s'opérer dans des délais raisonnables. Maintenant, je pense que c'est surtout une question de confiance. Qu'est-ce qui est traduit là dans le débat public depuis une semaine ? On a eu un homicide dans les conditions absolument effroyables que nous connaissons, et nous apprenons, les Français apprennent que cet homicide a été commis par une personne en situation irrégulière qui plus est, qui aurait dû être, qui n'avait pas sa place en France, au regard de l'obligation qui lui avait été notifiée. Donc je crois qu'il faut quand même aujourd'hui remettre un peu les choses dans leur contexte. La confiance des citoyens vis-à-vis du politique est absolument cruciale. Mais comment on fait pour faire appliquer ces OQTF ? Voilà, c'est la vraie question. Alors, tout simplement. Comment on fait ? Mais je nuance simplement parce que je crois que Bruno Retailleau a raison. Je crois que bien sûr qu'il faut. Parce que si l'État sait qu'il peut être condamné, il va avoir plus de moyens pour faire respecter ces OQTF. Bien sûr, parce que tout est une question d'implication. Je crois que on doit prendre le problème à la base, et bien sûr qu'on doit être en capacité de faire appliquer ces obligations de quitter le territoire français, bien sûr, en mettant plus de moyens, en ouvrant davantage de places de rétention administrative, bien évidemment, en revoyant peut-être les procédures, en les simplifiant, en les allégeant considérablement. Mais je pense que c'est aussi, donc ça c'est d'un point de vue micro, mais d'un point de vue méta, je crois que les Françaises et les Français, je crois que la responsabilité de l'État ne me paraît pas complètement, outrancière, si je puis dire. C'est tout à fait normal que l'État soit responsable, je dirais, de cas comme cela. Je crois que ça pourra l'obliger aussi à prendre des mesures beaucoup plus efficaces, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus rapides dans la mise en place de ces procédures. Donc je pense qu'il faut appréhender le sujet d'un point de vue, je dirais, à la racine, et vous avez raison. Mais je crois que la philosophie générale de l'ensemble de ces dysfonctionnements, eh bien, je crois que cette responsabilité civile de l'État ne me paraît pas être du tout quelque chose d'inopérant dans le contexte que nous connaissons. Je crois que ça enverrait précisément eh bien des signaux de responsabilité. On a compris. On va faire une petite pause parce qu'il est bientôt 10h moins le quart. On va s'arrêter. On va continuer sur ce sujet parce qu'on n'a pas entendu tout le monde. On revient dans un instant et puis vous réagissez également sur les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h. Christine Bouillot. Sud Radio, ça débat chez Expert, 9h-10h. Christine Bouillot. Allez, dernière ligne droite avec Alexandre Mancino, avocat, président du Cercle Orion, Mouvement Agora, Alexis Bachelet, maire adjoint à Colombes, ancien député socialiste, Najwa El Haïté, docteur en droit public, auteur de Laïcité République à l'Harmattan, présidente de Demain au pluriel. Merci. Et Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP et auteur de La Fracture aux éditions Les Arènes. On était en train d'évoquer, on ne vous a pas entendu, Frédéric et Alexis, sur la proposition dans l'affaire du meurtre de la petite Lola de Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle LR, il faut quand même le souligner. Il propose donc une loi pour rendre l'État civilement responsable en cas de défaillance sur ce genre d'affaires. Est-ce que c'est ça qui peut résoudre ? On peut entendre aussi cette notion là de responsabilité. On sait par exemple, je fais un parallèle qui est un peu éloigné, mais pas tant que ça, sur la question environnementale. L'État est condamné au civil parce qu'il n'agit pas assez vite. Il y a des associations qui déplacent le problème de ce côté-là pour le forcer à agir. Est-ce que c'est un angle que l'on peut considérer, Alexis ? Si on pouvait par une loi empêcher le millier d'homicides qui est commis en France, et en particulier les homicides les plus atroces, comme celui de cette jeune fille de 12 ans, qui est un drame absolu, il faudrait la voter immédiatement. Si on pouvait par une loi empêcher ces horreurs de se produire sur le territoire national. Moi, j'ai été député, effectivement, je pense qu'on l'aurait voté depuis longtemps, cette loi. Donc, est-ce qu'il ne faut pas mieux appliquer une loi qui existe déjà ? C'est une manière d'entretenir l'illusion que l'État aurait pu, par une loi ou par son action, empêcher ce meurtre. Malheureusement, et pour le coup... je suis pas souvent d'accord avec Gérald Darmanin, mais hier soir, il était sur une antenne de télévision pour s'exprimer sur justement la législation, pourquoi c'est difficile de reconduire ces OQTF, et il l'a très bien expliqué. Et il a rappelé effectivement que, bien sûr, lui, en tant que ministre de l'Intérieur, il était en première ligne sur ce dossier, mais de là à engager l'arrêt, parce qu'après, on peut aussi envisager de mettre en examen, à ce moment-là, le ministre de l'Intérieur, du moment où s'arrête cette histoire de responsabilité. Je pense que c'est une sorte de fuite en avant
finalement de penser qu'il faut absolument un bouc émissaire, un responsable, et souvent c'est l'État, quoi. Voilà, pour tout, pour les salaires, pour les homicides, pour le climat, etc. Alors il y a des vrais sujets où l'État a des responsabilités pleines et entières. Vous avez parlé d'inaction climatique, mais là, on est quand même sur un homicide. On est sur un fait divers. Il y a 1000 personnes. Est-ce que ça veut dire que dans tous les gens qui meurent sur le territoire national, on va systématiquement aller chercher une responsabilité vers l'État sur la sécurité, à ce moment-là, sur la sécurité routière? Voilà, il manquait un panneau, etc. Vous prenez, là, on se focalise sur cette question de cette femme, de cette meurtrière qui était sans papier. Mais si ça avait été un étranger avec des papiers, on pourrait dire aussi le préfet qui a donné les papiers à cette n'aurait pas dû, parce que derrière, vous voyez, où ça s'arrête cette histoire. Alors en plus, là effectivement, on est dans un contexte émotionnel, donc je trouve que le rôle des responsables politiques, et en particulier des gens qui veulent briguer des fonctions nationales, comme M. Retailleau qui veut devenir président des Républicains, ils devraient aussi quand même garder leur sang-froid et proposer des choses crédibles, proposer des choses réalistes, et pas nourrir des illusions ou aller dans une fuite en avant à la démagogie en essayant de faire croire que parce qu'on va voter une loi ou parce qu'on va mettre en responsabilité l'État ou je ne sais quel ministre ou personnalité, on aurait pu éviter ce drame. Il y a des drames qui malheureusement sont inévitables et la société, elle doit protéger au maximum, mais la protection, je dirais, maximale, ça ne peut pas éviter des drames. Voilà, il faut se le dire, on vit en société, il y a des drames, et après, il faut tirer des leçons. Que effectivement on dise il faut simplifier le système des OQTF pour que demain on puisse plus facilement renvoyer des gens, en particulier des gens qui ont déjà commis des délits, parce que ça arrive effectivement que, en général, ces gens-là d'ailleurs sont plutôt dans les centres de rétention, donc il y a déjà des mesures qui sont prises de protection, mais effectivement, la protection. Il y a des OQTF volontaires. Hein. Il y a des candidats au départ volontaires. Hein. Il faut surtout tirer des leçons. Souligner. Frédéric. Non, j'entends tout ce qui a été dit. Ce que dit Alexis est très raisonnable. Moi, je suis frappé. Je vais parler avec ma casquette IFOP de l'émotion de l'opinion publique sur ce drame. Oui, mais heureusement, j'ai envie de vous dire. Bien sûr, non, mais c'est vrai qu'il y a énormément de faits divers, mais toute une série de choses, l'identification en tant que parent, oncle, tante, nièce, etc. à cette petite fille, le fait que ce soit arrivé devant chez elle, à 5 mètres de chez elle. C'est pas l'affaire Estelle Mouzin ou d'autres jeunes filles qui ont disparu sur la route. Maintenant, c'est vrai que face à cette émotion, je vais peut-être vous choquer, mais c'est le rôle du politique d'essayer de canaliser cette émotion. Est-ce qu'un délai de décence aurait dû être... ça a été, le débat aurait dû être respecté entre d'ici lundi l'enterrement. C'était très difficile. On a vu par le passé, moi j'ai travaillé quand j'étais plus jeune sur l'affaire Patrick Henry, au moment des débats sur la peine de mort, l'exploitation d'un crime de sang. On se souvient d'un ancien président de la République qui a 2 reprises l'affaire du petit tennis et l'affaire Laetitia Perret. Il y avait hier l'adaptation télévisée du roman d'Yvan Jablonka à la télévision qui a mis en cause les juges. Donc oui, je ne vais pas juger la proposition de Bruno Retailleau, je n'ai pas vos connaissances en droit, mais c'est vrai que moi, ce qui me frappe dans le discours des Français, c'est l'émotion, ne pas exploiter l'affaire, mais quand même, ça met en lumière, et Alexis l'a dit, vous l'avez dit sur la question du climat, sur toute une série de sujets, l'inefficacité du politique. Et c'est ça qui est au cœur, je dirais, du lien entre représentants et représentés. C'est d'ailleurs ce que dit hier soir le ministre de l'Intérieur sur C8. Il dit très bien, il y a une loi, on a du mal à l'appliquer, on peut faire mieux. Donc c'est quand même un aveu d'échec. Quand on interroge les Français sur les missions prioritaires et les attentes prioritaires sur la justice, ce qui arrive en tête, c'est appliquer les lois, appliquer les décisions de justice, notamment. Mais il n'y avait pas une commission qui devait évaluer l'efficacité des lois? Il n'y avait pas un truc comme ça qui existait? Ça s'appelle le Parlement. Le Parlement, oui. C'est le rôle normalement des députés. C'est ça. Mais comment on utilise ce drame pour essayer de sortir par le haut? Qu'est-ce que peut faire le politique? Qu'est-ce que peuvent faire les parlementaires? Là, je pense que c'est important d'abord de dire la vérité. Et je trouve que... J'ai pas l'impression que là, on est en train de cacher quelque chose. Non, mais encore une fois, je trouve que le ministre a été assez courageux dans ses réponses hier, en décrivant bien toutes les complexités, parce que c'est complexe, voilà.
Et donc, il faut aussi effectivement tirer des enseignements et améliorer et se dire, oui, peut-être, s'il y avait eu l'application de cette OQTF, peut-être on aurait évité ce drame, mais il y aurait pu y avoir un autre drame, à un autre moment, qui aurait reposé les mêmes questions. Mais il faut, c'est éviter, je pense, et en plus avec maintenant l'accélération des temps médiatiques et politiques, il n'y a plus de délai de décence. Et aujourd'hui, on a quand même systématiquement des tentatives de récupération. Il y a même des mouvements politiques qui s'en sont fait un peu en appelant à des manifestations. Mais après, je pense que c'est l'émotion populaire qui fait l'événement politique derrière, quand même. Parce que si ça ne prend pas dans l'émotion, c'est d'abord ça qui a été sidérant au début. Non, mais bien sûr. Et rapidement, je crois que la leçon, c'est vraiment ça. C'est l'application effective des lois. Et c'est vraiment une leçon, je dirais, d'efficacité générale de ces applications de lois qui doivent gagner en efficience, gagner en rapidité et gagner en visibilité, précisément pour remettre de la confiance des Français vis-à-vis de leurs représentants. C'est absolument crucial. Un très court mot sur la première ministre britannique qui a qui a quitté son poste hier, rapidement, en un mot. En un mot, très court. En un mot, Brexit. Les Britanniques n'en finissent pas de payer les promesses mensongères du Brexit. Liz Truss était un peu comme Boris Johnson, peut-être en plus caricatural encore, quelqu'un qui disait on va faire Singapour sur Tamise, vous allez voir ce que vous allez voir, on va graser gratis. C'est ce que je disais à propos du débat précédent. Il y a des hommes politiques qui aujourd'hui prétendent effectivement qu'ils ont la solution miracle à tout et que faites leur confiance, ça va aller mieux. Mais il y a des complexités du réel sur lesquels les discours démagogiques se fracassent, et Liz Truss s'est fracassée c'est la démagogie de Liz Truss qui a été fracassée par le réel. Voilà, donc et par j'entendais que Boris Johnson pouvait être recandidat. Oui, on pouvait remettre ça. Bon, ça donnera lieu à d'autres débats. Merci à tous les quatre. Alexis Bachelot, Joël Haïté et Frédéric Dabi. Très très bon week-end à tous. Dans un instant, juste après l'info, c'est l'invité média. On va parler de nos dimanches avec Frédéric Lopez. Il arrive dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite.